Pourquoi ce who's who des scientifiques ? Au cœur du personnel romanesque du roman d'anticipation, les scientifiques occupent une place stratégique. À travers ces ingénieurs, ces expérimentateurs, ces théoriciens, ces vulgarisateurs ou ces universitaires, la fiction rassemble toutes les composantes de la communauté scientifique et rappelle que la science est avant tout une aventure humaine. Ce grand répertoire des acteurs scientifiques de l'anticipation, recensant les caractéristiques et les déterminations propres de chacun, se divise en deux rubriques principales, généralement distinctes mais quelquefois entrecroisées ou construites en miroir l'une de l'autre. Tout d'abord les scientifiques réels, cités dans la fiction, dont les théories interviennent au fil des textes. D'Archimède à Einstein, on verra quelles sont les figures ainsi convoquées pour quels effets de légitimation ou de satire, et comment les savoirs évoqués se répartissent dans le temps, faisant écho aux découvertes les plus récentes ou à des théories déjà anciennes, voire périmées. Le deuxième grand ensemble sera celui des personnages de la fiction qui exercent une activité de scientifique. Ils représentent une multiplicité infiniment diverse qu'on ne saurait réduire à un portrait unifié du scientifique de l'anticipation. Une combinatoire de traits peuvent ainsi s'entrecroiser, qu'il s'agisse de caractéristiques psychologiques ou sociales, savants isolés ou insérés dans la communauté scientifique, âgés ou jeunes, génial ou incompétents, occupant toutes les positions possibles dans la sociologie des professions scientifiques, qui elles-mêmes se transforment au fil de la période, du laborantin à l'académicien, et ceci dans toutes les disciplines qui couvrent le vaste champ des sciences, de l'astronomie aux sciences appliquées, en passant par l'ethnologie ou la chirurgie. Deux écueils symétriques se dessinent alors pour l'étude des scientifiques dans la littérature d'anticipation. D'une part, celui d'un morcellement infini des types composés par cette combinatoire, qui constituerait un gigantesque who's who, d'une liste interminable s'épuisant à recenser la totalité du réel, un peu comme la carte imaginaire de Borges, si détaillée qu'elle ne peut se déployer qu'à la même échelle que le territoire qu'elle recouvre. Mais le risque symétrique serait de subsumer cette diversité des scientifiques sous une seule figure synthétique qui occulterait la diversité de ces déclinaisons. Pour échapper à ces deux risques méthodologiques, je travaillerai à combiner différentes approches. J'utiliserai des statistiques et des outils de visualisation pour dégager certaines grandes tendances. Mais je combinerai ce type de distant reading, d'une part avec une étude poétique et narratologique des textes, d'autre part avec des distinctions en termes de supports éditoriaux et d'esthétique qui permettront de dégager des séries architectuelles dont on verra qu'elles mobilisent des figures de scientifiques nettement distinctes les unes des autres. Mais avant d'entrer dans le détail de cette étude des scientifiques dans l'anticipation, je voudrais commencer par rappeler en quelques mots selon quels critères nous avons constitué le corpus sur lequel je vais me fonder. Comme toute généricité, l'anticipation est d'abord une construction historique. Mathieu Le Tourneux a analysé ce processus dans un article récent paru dans Belphégor, intitulé « Le genre comme pratique historique ». Il souligne qu'il s'agit d'une construction nécessairement située et évolutive, définie par des instances qui sont parfois en accord, parfois concurrentes ou contradictoires, les auteurs, éditeurs et publicitaires, critiques et lecteurs. Ces entrecroisements de catégorisation produisent des ensembles mouvants, multiples, qui se distinguent ou se recouvrent partiellement. Ce sont des séries constituées autour de pôles définitoires variés, qui peuvent regrouper des supports éditoriaux, des publics visés, des types de personnages, des thématiques, des esthétiques ou des filiations octoriales. Ces sous-ensembles interagissent avec l'ensemble du discours médiatique et social, chaque série résonnant avec des textes non fictionnels et dialoguant avec d'autres régimes d'écriture, comme l'article de vulgarisation, le poème scientifique, la publicité ou la caricature d'actualité. C'est ce type de série que Valérie a par exemple analysé brillamment hier autour de la vogue du radium au tournant du siècle. On le voit, si cette approche historique permet de s'ouvrir et de saisir la généricité complexe qui est à l'œuvre dans l'anticipation, en revanche, elle s'ouvre à l'étude de l'ensemble des discours, ce qui peut être applicable à l'échelle d'une année ou d'un cas spécifique, d'une thématique particulière, mais qui pose des difficultés lorsqu'on envisage une étude détaillée de l'évolution, enfin des évolutions à une échelle de 80 ans. C'est la raison pour laquelle, pour définir un corpus, pour délimiter un corpus fini, nous avons recouru à une définition poétique de l'anticipation selon deux critères principaux. Il s'agit de récits fictifs
qui intègre un imaginaire rationnel qui peut se déployer dans le champ scientifique, avec des éléments scientifiques imaginaires, dans le champ social, avec des sociétés imaginaires, souvent utopiques ou dystopiques, et qui peuvent passer par une projection temporelle. Cette définition nous a permis de construire une base de données dans laquelle figurent des textes qui remplissent l'un au moins de ces trois critères, comme le schématise le diagramme suivant. Je souligne que la présentation que je fais ici des critères de notre corpus est le fruit d'un travail collectif qu'on a mené le mois dernier avec Émilie Pézard et Christelle Coulot pour présenter notre base de données dans le séminaire de l'IRIM à Lyon. C'est Christelle qui a trouvé cette jolie schématisation de notre corpus. Selon ces critères, on exclut donc de notre corpus les récits strictement réalistes ne présentant aucun élément imaginaire, les œuvres présentant des éléments imaginaires sur un mode non rationnel, par exemple sur le mode du conte de fées, et les textes non fictionnels. Alors, contrairement à ce que le terme d'anticipation peut laisser entendre, il apparaît que dans la très grande majorité des cas, ces récits ne se situent pas dans le futur. Une étude diachronique montre même une baisse constante au XXe siècle du nombre de textes mettant en scène les sociétés du futur, qui passe de 35% à 10%. Ces histogrammes nous montrent les œuvres de notre corpus se situent majoritairement dans le présent. La deuxième temporalité la plus représentée est celle d'un futur lointain, à plus de 50 ans de la date de publication, et ensuite d'un passé proche, à moins de 50 ans de la date de publication. Selon ces critères de définition, Émilie Pézard a effectué les dépouillements qui ont permis de constituer notre corpus, qui comprend un peu plus de 2000 textes de 1860 à 1940. Ces textes sont rassemblés dans une bibliothèque sur Zotero qui ressemble à ceci. Avec les forces réduites d'une équipe ANR de 11 personnes, il nous était impossible d'analyser en détail dans une base de données plus de 2000 œuvres, sachant que chaque fiche de la base suppose bien sûr de lire l'œuvre et de remplir en moyenne 50 items. Nous avons donc conçu la base de données comme un modèle réduit du corpus recensé sur Zotero. Pour assurer la représentativité de ces œuvres, nous avons décidé de ficher l'ensemble des publications du 19e, qui représentent 20% du corpus total, et d'effectuer un tirage aléatoire dans les œuvres du 20e pour ne pas étudier un échantillon biaisé, tout en conservant les proportions dans la base de données entre 19e et 20e. Je propose maintenant de plonger dans cette base de données pour un parcours en 4 étapes autour des scientifiques de l'anticipation. Je développerai d'abord une approche statistique pour étudier les références à des scientifiques réels. J'analyserai ensuite les liens entre sciences réelles et sciences imaginaires. Une troisième étape nous amènera à mettre en évidence les limites d'une approche statistique des personnages de scientifiques dans la base de données. Nous finirons donc en sortant précisément de cette base de données pour envisager les scientifiques dans l'anticipation à travers 5 modèles de séries architectuelles. Comment les œuvres de notre corpus se réfèrent-elles à des scientifiques réels ? Différentes visualisations vont nous permettre de présenter des statistiques sur ces personnalités scientifiques. Nous travaillerons alors à dater la science représentée, puis à comparer ces résultats avec ceux qu'on peut extraire d'autres corpus, comme la poésie scientifique. Cela nous permettra de mettre en évidence certaines spécificités de la littérature d'anticipation. Je m'intéresserai pour finir à l'évolution des disciplines dominantes qu'emblématisent les scientifiques cités. Alors, voici comment se présentent dans la base de données les références à des personnalités scientifiques. Une première colonne donne, le cas échéant, une citation du texte. Une deuxième, le nom de l'invention ou de la théorie concernée. Une troisième, le nom de la personnalité scientifique. Une quatrième, la discipline dont elle relève. Et une septième colonne, la modalité de la référence, sérieux, satire, hommage ou réfutation. J'en profite d'ailleurs moi-même pour rendre hommage aux 2 informaticiens qui ont conçu notre base de données et le moteur de recherche, donc, qui sont Lilian Gibert et Pierre-Yves Jalut. On constate que 60% des fictions font référence à des scientifiques réels. Si l'on combine ce critère avec les références à des disciplines scientifiques précises, indépendamment des citations explicites de noms de scientifiques sur le schéma de droite, on voit que la science est présente dans 90% des œuvres de notre corpus. Donc les références à des scientifiques se font très majoritairement sur le mode du sérieux ou de l'hommage, à 84%, contre 10% pour la satire et 6% pour la réfutation. Lorsqu'on s'intéresse à l'ensemble de notre corpus, durant les 80 années envisagées, voici tous les noms qui apparaissent plus de 3 fois.
On remarque la prééminence d'Edison, symbole de l'ingénieur et inventeur au tournant du siècle. C'est une célébrité médiatique qui traverse un grand nombre de fictions, évoquée aussi bien sur le mode de l'hommage sérieux que de la satire, et devenant parfois même un personnage fictionnel. Parmi les autres noms mis au premier plan, on observe la coexistence de scientifiques relevant de l'actualité immédiate, comme Darwin, Pasteur ou Charcot, et de savants relevant au contraire d'une histoire ancienne, comme Archimède, Newton ou Franklin. Alors, détaillons ces résultats par période de 20 ans. On constate de nettes évolutions dans les noms qui ressortent. Entre 1860 et 1880, la forte mise en avant de Christophe Colomb va de pair avec la valorisation des explorations scientifiques, notamment dans le roman Vernien. On peut ainsi associer Colomb aux autres noms d'explorateurs comme Humboldt, Kane, Parry, Scoresby, Smith, Tiercelin, et même en un sens Darwin lorsqu'il est sur le Beagle. 20 ans plus tard, les explorateurs ont quasiment disparu au profit de l'inventeur et ingénieur qu'est Edison, et des médecins comme Pasteur, Bernheim et Charcot. Ces deux derniers signalent d'ailleurs l'attrait des textes de la fin de siècle pour l'hypnose et le magnétisme, ce que confirme le nom de Mesmer qui apparaît en arrière-plan juste sous celui de Pasteur. Je ne sais pas si vous pouvez le distinguer. Les deux périodes suivantes sont marquées par une forte diminution du nombre de noms de scientifiques. La dimension didactique des romans s'estompe et les fictions font moins directement référence à des savants. La vogue d'Edison décroît, son nom est toujours présent mais en caractère de plus en plus petit. Le surgissement du nom de Newton est sans doute à associer à la référence à ces trois lois du mouvement qui sont évoquées pour calculer les trajectoires des planètes ou celles des vaisseaux d'aventuriers se lançant à la conquête de l'espace. Les noms de Berthelot, Röntgen, Edison et Marconi se réfèrent en revanche aux figures de la science la plus actuelle. Ce mouvement se confirme en 1920 avec la référence dominante à Einstein et à sa théorie de la relativité. Si on entreprend de dater la science représentée dans les fictions, deux modèles dominent alors. D'une part, la référence à l'actualité des découvertes, avec des scientifiques qui sont exactement contemporains de la publication des œuvres, et d'autre part, la référence à une science ancienne, transmise non par le journal, mais par l'éducation scolaire et les manuels, dans le cas de la référence à des scientifiques que plus de 2 générations séparent de la publication des œuvres, enfin la date de publication des œuvres. C'est ce que vient confirmer la liste des 30 scientifiques les plus fréquemment cités dans les fictions. La comparaison du corpus de l'anticipation à celui de la poésie scientifique est particulièrement éclairante à cet égard. Et je tiens à remercier Muriel Loipre, qui étudie ce corpus et qui m'a fourni ses résultats sur les mêmes périodes de 20 ans que celles que j'envisage pour l'anticipation. Si certains noms, comme ceux de Newton, Archimède et Franklin, sont communs, on remarque que les savants mis à l'honneur par la poésie scientifique relèvent quasiment tous d'une science ancienne, fort éloignée de l'actualité des découvertes. Cet écart s'atténue quelque peu sur la période 1890-1900, avec la présence de Darwin et Claude Bernard. Mais les autres noms les plus cités par la poésie scientifique relèvent toujours d'une science ancienne, voire antique, dans le cas de Pythagore, Archimède et Thalès. C'est donc un rapport radicalement différent avec l'actualité des sciences qui se met en place dans la littérature d'anticipation. Au-delà du corpus de poésie scientifique, l'utilisation du Ngram de Google Books, permet des comparaisons avec l'ensemble des publications en français sur la même période que notre corpus d'anticipation. On peut opposer deux cas. D'une part, celui de Darwin, qu'on voit ici, qui se trouve mobilisé dans la littérature d'anticipation exactement dans les mêmes proportions et selon la même évolution que dans le reste des publications contemporaines. A l'inverse, le cas d'Edison fait apparaître nettement une originalité des romans d'anticipation. Il connaît en effet son apogée en 1900 comme modèle paradigmatique de l'inventeur, homme d'affaires avisé et figure médiatique incontournable. Sa présence décroît alors très vite pour approcher de 0 en 1940. A l'inverse, dans l'ensemble des publications francophones, les références à Edison connaissent en 1900 leur niveau le plus bas, avant de remonter continuellement pour atteindre, dans les années 1930, un niveau plus élevé encore qu'au XIXe siècle. Si on analyse la fortune d'Edison dans l'anticipation, on constate qu'il constitue une figure ambiguë, faisant l'objet de fréquentes satires au tournant du siècle. Cette superposition, cette surexposition médiatique et cette fictionnalisation semblent en quelque sorte user la figure
d'Edison, qui s'absente définitivement des romans au fil du XXe siècle. À l'inverse, on assiste dans le corpus francophone contemporain envisagé dans Google Books à une consolidation de la figure de l'inventeur qui se voit confirmée au fil des décennies dans son statut paradigmatique de légende scientifique. Je passe très rapidement sur l'analyse des disciplines des scientifiques. Sur l'ensemble de la période, on observe une nette domination des références à des savants relevant de l'ingénierie et de la technique. Ensuite, par période de 20 ans, on retrouve les caractéristiques qu'on avait relevées dans l'analyse des nuages de mots. Une place d'abord prépondérante des sciences de la Terre et de l'espace dans la première période, ce qui est lié à l'importance de l'exploration dans le roman d'aventure. Une valorisation conjointe de l'ingénierie et des sciences médicales ensuite. Un net resserrement sur l'ingénierie et la technique au début du XXe siècle, puis une priorité donnée à la physique, la chimie et les mathématiques dans les années 20, ce qui correspond au bouleversement induit par la théorie de la relativité. Une caractéristique du corpus d'anticipation réside dans l'articulation qu'il suppose entre sciences réelles et sciences imaginaires. L'évocation rapide de cette science imaginaire nous servira de transition vers l'étude des personnages de scientifiques fictionnels. On relève dans la base de données les éléments scientifiques imaginaires, comme ici le journal phonographique ou la nourriture chimique. On constate dans les fictions la coexistence d'une science réelle, qu'on voit sur le schéma de droite, présente dans 90% des textes, on l'a dit, et d'éléments scientifiques imaginaires qu'on voit sur le schéma de gauche, présent dans 88% des cas. La mobilisation de cette science imaginaire tend à se renforcer dans la période, passant de 60% au début à près de 90%. Les romans imaginent des transformations scientifiques dans 4 domaines principaux. La vie quotidienne, les transports, la communication et enfin les transformations du corps humain et les pouvoirs psychiques. Les évolutions de ces éléments scientifiques imaginaires reflètent celles des disciplines des scientifiques que nous avons étudiées précédemment. La domination des transports imaginaires dans la première période correspond à la prégnance des voyages d'aventure et d'exploration. La vie quotidienne et les communications et les pouvoirs psychiques, transformation du corps humain, se développent dans la deuxième période. Sur la période de 1900-1920, les transports ont quasiment disparu, mais de nouveaux domaines surgissent, les formes de vie inconnues, qui sont représentées ici en violet, et les modifications de la nature, représentées en bleu, représentent chacune 12% des éléments scientifiques imaginaires. Enfin, dans les années 20 et 30, la montée des tensions en Europe se traduit par le développement d'un nouveau domaine scientifique imaginaire, celui des armes futuristes, qui est ici représenté en violet et qui constitue 13% de l'ensemble. Alors, voyons maintenant quels sont les personnages de scientifiques représentés dans la fiction, en commençant par une approche statistique, donc fondée sur notre base de données. S'ils sont majoritairement présents, ces scientifiques ne sont pas forcément au centre de la fiction. La moitié d'entre eux sont des personnages principaux, l'autre moitié des personnages secondaires. On le voit avec ces histogrammes, les fictions représentent le plus souvent un seul personnage de scientifique, qui est dans ce cas plutôt le personnage principal. Mais il arrive souvent qu'on en ait deux, qui constituent alors un couple de scientifiques rivaux, ou bien unissent un maître et son disciple. Les femmes scientifiques demeurent une exception. Elles représentent 3% des cas. Consolation, elles sont toutes valorisées positivement. Contrairement à un cliché qu'on associe parfois à la littérature d'anticipation, les savants fous y sont loin d'être majoritaires. Les personnages scientifiques négatifs représentent 14%, tandis que les personnages scientifiques positifs sont près de 60%. Mais les plus intéressants narrativement sont les personnages problématiques, dont la valorisation est ambiguë et qui stimulent l'activité herméneutique du lecteur, comme le personnage de Monsieur Synthèse dans le roman de Bousnard que Stéphanie a analysé hier. Les personnages principaux sont majoritairement positifs, puis à parts égales problématiques et négatifs, mais presque jamais neutres. En revanche, les personnages secondaires sont à 20% neutres, ce qui suppose que dans tous ces cas, ce sont de simples silhouettes peu caractérisées. Dernier point, l'évolution du personnage de scientifique négatif. De façon spectaculaire, sa présence augmente tout au long de la période, avec 2 pics qui correspondent significativement aux 2 guerres de la période, 1870 et 14-18. Ces différentes statistiques, écrasant les différences entre les composantes du corpus d'anticipation, demeurent néanmoins insatisfaisantes. Certes,
Il est intéressant de noter que les personnages de scientifiques négatifs ne représentent que 14% à l'échelle de l'ensemble du corpus, mais cela ne nous dit rien du rôle narratif de ces scientifiques négatifs et de leur caractérisation foncièrement différente selon les sous-corpus que l'on peut constituer au sein de l'anticipation. Je propose donc maintenant de quitter l'outil qu'est la base de données pour différencier les scientifiques en fonction des séries architectuelles où ils s'inscrivent. On peut rassembler un premier modèle de série architectuelle dans l'anticipation autour du récit d'aventure à dominante didactique qui emprunte souvent le support du livre d'étrennes ou de prix. 4 jours en ballon appartient à un recueil de fantaisie aérostatique, beau livre de 300 pages, accompagné de nombreuses gravures publiées par le journaliste, vulgarisateur, romancier et aéronaute qu'est Raoul Marquis. Jules Rengade est lui aussi journaliste scientifique et médecin, et ses aventures extraordinaires de Trinitus paraissent dans la bibliothèque de la science pittoresque. De même, Les Exilés de la Terre sont publiés dans l'emblématique Bibliothèque d'éducation et de récréation d'Hetzel. Ces 3 œuvres font de très nombreuses références à des scientifiques réels, selon un modèle encyclopédique typique de ces publications. Les savants évoqués sont des contemporains, relevant des sciences de la Terre et de l'espace, et de l'ingénierie. Les éléments scientifiques imaginaires comportent tous les transports, auxquels viennent s'ajouter, selon les cas, les modifications de la nature et les sources d'énergie. Les personnages de scientifiques sont ici moteurs de l'action et supports d'identification pour le jeune lecteur, comme l'affirme ouvertement Graffini dans une adresse au lecteur typique de l'idéologie de la vulgarisation positiviste. Je cite « C'est à vous, jeunes gens qui entrez dans la vie, que mes récits s'adressent. C'est pour vous donner le goût de l'étude de la nature, pour vous faire aimer la science dans ce qu'elle a de plus noble et de plus élevé, que cette suite de nouvelles aérostatiques a été publiée. Peut-être dans plus d'un d'entre vous y a-t-il un aéronaute de l'avenir. Unissons donc nos efforts dans un but commun de vérité et de concorde, de science et de progrès, et que notre devise soit celle des grands explorateurs de l'air qui nous ont tracé une route sublime dans les airs, Excelsior. La deuxième série correspond à la seconde phase de renaissance de l'aventure dans les années 20 et 30, comme l'indique cette courbe. La logique des supports s'est ainsi modifiée. Les textes pour la jeunesse que publient Talandier, Ferenczi et Roux, souvent sous forme de petits fascicules de 32 pages, se placent désormais sous le signe de la fantaisie et non d'une science instructive. Les références à des scientifiques réels sont soit entièrement absentes, soit limitées à un seul cas. Il s'agit de Pierre Curie pour Le secret de l'Antarctide et de l'abbé Théophile Moreux pour Le bolide d'or. Dans le roman de Mousson, le personnage principal est un savant fou allemand, un chimiste qui utilise le radium pour transformer les îles Kerguelen en paradis tropical et qui crée un ascenseur souterrain traversant le monde d'un globe à l'autre, d'un pôle à l'autre. D'une façon significative, les personnages sont comparés à des héros de Jules Verne. Cette allusion à Voyage au centre de la Terre souligne bien la distance des deux modèles. Toute science référentielle a disparu du roman de 1930, qui ne présente plus aucune volonté de mettre à l'épreuve par le biais de la fiction une théorie scientifique. Il est aussi significatif de constater que Le bolide d'or reste l'œuvre du même Graffini qu'on vient d'évoquer dans le modèle du roman d'aventure didactique. Pour Graffini, le changement de support va de pair avec la création de personnages de scientifiques tout à fait différents. 2 astronomes français et norvégiens, pratiquant une science désintéressée, mais particulièrement vague et générale, s'opposent ainsi à un aventurier allemand, cupide et sans scrupules. C'est alors une science dénuée de contenu, réduite à une pure position idéologique, que la fiction met en œuvre. Le troisième modèle de série rassemble des œuvres placées sous le signe du fantastique. La préface du roman de Jules Lermina affiche une ambition philosophique défendant l'imagination contre ce que le préfacier appelle la science officielle. Je saute la citation. Les références à des scientifiques réels adjoignent à des chimistes comme Volta des représentants de l'alchimie et de l'ésotérisme comme Pappus et Eliphas Lévy. Le personnage de scientifique dans la fiction est problématique. C'est un chimiste qui s'est suicidé, léguant ainsi à son héritier un secret scientifique dangereux. On mesure toute la distance avec un type comme l'aéronaute, représentant de la science moderne et républicaine, auquel le jeune lecteur était invité à s'identifier. Les œuvres d'Anatole France et d'Edmond About entrecroisent le fantastique, le satirique et l'humoristique. Elles présentent de nombreuses références à des scientifiques réels, comme Charcot, Bernheim et Liégeois, qui pratiquent l'hypnose.
Les personnages développent des expérimentations sur les pouvoirs psychiques, soulignant une dimension importante de l'anticipation au tournant du siècle, la prégnance d'un imaginaire spirit. Le quatrième modèle de série architectuelle rassemble des textes brefs, qui jouent avec le modèle du conte philosophique et présentent une forte dimension de satire en problématisant l'utopie. Ce sont des textes où la dimension d'actualité est particulièrement importante et qui soulignent leurs enjeux sociaux et politiques. Dans le cas de la nouvelle Joshua Electric Man, il s'agit de faire la satire de l'ingénieur de génie, le nom de l'homme de l'électricité, Electric Man, faisant référence de façon transparente à Edison. Le type ancien du scientifique comme savant figure ridicule, inadapté à la vie amoureuse, se voit alors modernisé par la référence aux sciences de l'ingénieur et par l'accumulation d'inventions loufoques et inutiles. La fantaisie satirique qu'est la nouvelle de Franklin dresse quant à elle un portrait charge de l'incompétence des membres de l'Académie et des impasses d'une science archéologique dont les erreurs patentes doivent créer une complicité avec le lecteur. Quant à la nouvelle de Paul Vibert, elle présente une utopie humoristique sur l'alimentation par pilule chimique qui parodie les théories évolutionnistes. Le dernier modèle se situe au croisement du policier, du scientifique et du mystère. Il mobilise des personnages de scientifiques tout à fait différents de ceux qu'on a rencontrés jusqu'ici. Dans ces romans populaires, publiés sous forme de fascicules d'une trentaine de pages, les personnages principaux sont des criminels scientifiques, pratiquant pour l'un le meurtre par hypnose, pour l'autre la vivisection sur des enfants, cherchant à créer un homme artificiel, développant des âmes futuristes et toutes sortes de gadgets scientifiques. Les opposants de ces scientifiques criminels sont des enquêteurs et des détectives, eux aussi scientifiques. Je cite, « un admirable ligné, doublé d'un vrai savant. Ils ont fait des études dans tous les domaines des sciences. » Chaque fascicule se présente pour le lecteur comme une énigme scientifique à déchiffrer, et les textes jouent avec le double modèle de Sherlock Holmes et de Fantomas, redoublant d'inventivité dans la création d'éléments scientifiques imaginaires. Pour conclure, on pourrait revenir au terme de Who's Who. La traduction « qui est qui » peut donner l'illusion d'une identité stable du savant. J'ai été voir il y a quelques jours au Musée d'art contemporain une très belle exposition sur le multiculturalisme à Montréal. Une des personnes photographiées disait cette phrase qui m'a paru très juste. « L'important pour moi n'est pas de catégoriser mon identité, mais de connaître mon histoire. » Dans le cas des scientifiques représentés dans la littérature d'anticipation, on a aussi affaire à une identité complexe. On ne saurait assigner à une catégorie stable. Plus qu'une identité, ce qui peut caractériser les scientifiques de l'anticipation est une fonction. Dans la littérature réaliste, le scientifique exerce le plus souvent une fonction d'expertise, posant un diagnostic sur d'autres personnages ou venant conforter le vraisemblable de la fiction. Dans l'anticipation, le scientifique produit au contraire par son action non pas le vraisemblable, mais l'étrange, l'inexplicable, ou bien il recourt à ses compétences pour analyser cet inexplicable auquel il est confronté. On peut alors rassembler les séries architectuelles que nous avons esquissées, on pourra en présenter de nombreuses autres, on peut les rassembler avec le discours social qui se tient hors de la fiction pour constituer, au croisement du genre et de l'idéologie, ce qu'André Gaudreault nomme un paradigme culturel fondé sur la dialectique constamment retravaillée entre merveilleux et scientifique. Je vous remercie.